Climate change threatens each nation in the world. Et chaque minute compte. L'accord de Paris est accepté. Les raisons d'espérer pour agir. Aujourd'hui, 5e rendez-vous du cycle, nous nous retrouvons autour du sujet stratégie et gouvernance, comment la prise en compte des limites planétaires va redéfinir les conditions de réussite des entreprises. Vous êtes tous témoins, nous sommes tous témoins de la prise de conscience à l'œuvre des limites de nos modes de production et de consommation, la prise de conscience de la crise écologique à laquelle nous sommes confrontés et qui ne fait que démarrer, une prise de conscience stimulée par les premiers effets que nous constatons dans notre quotidien et dans nos organisations, stimulée par la réglementation, on parle même de tsunami réglementaire en Europe, stimulée par le relais des médias, etc. Une prise de conscience à mettre en écho de la théorie du donut, que vous connaissez tous, l'économiste Kate Raworth ayant résumé en quelques traits de crayon le nouveau cadre de pensée économique qui permettrait de prendre en compte la réalité d'aujourd'hui et les défis de demain, les sciences naturelles fixant le plafond, la justice sociale définissant le plancher qui relève des droits humains et des besoins essentiels. Mais si une organisation détient donc globalement les données du problème à résoudre, quels sont les dilemmes et les défis qui empêchent ou freinent les dirigeants, qui les conduisent encore aujourd'hui en 2023 à siloter les sujets, intention et raison d'être d'un côté, projection et stratégie de l'autre? Alors afin d'explorer les défis et les dilemmes qui jalonnent ces trajectoires 2023-2040, il nous a fallu poser une hypothèse, une utopie du monde économique en 2040. Comme toute utopie, elle est forcément imparfaite, fondée sur des partis pris, mais va nous projeter dans un voyage en 2040 qui nous aidera à identifier les ferments d'une métamorphose du capitalisme tel que nous le connaissons aujourd'hui. Et je laisserai à Claire le soin de présenter cette utopie. Pour nous accompagner dans ce voyage et surtout l'éclairer, nous aurons le plaisir avec Claire d'échanger avec Benjamin Habitant et Valère Pelletier. Alors Benjamin, tu es issu d'une famille entrepreneuriale où tu t'associes avec ton père et tes 3 frères dans toutes leurs aventures, optique et audition avec Grand Optical, Général d'Optique, Acuitis, l'immobilier, l'hospitalité avec Châteauforme, jusqu'à l'investissement dans l'intelligence artificielle. Tu as grandi en Suisse et fait tes études aux États-Unis et en Chine. En 2021, tu succèdes à Daniel Habitant, ton père, cofondateur de Châteauforme, et deviens directeur général de l'entreprise familiale et humaniste qui s'est construite autour de la conviction forte que des talents heureux font des clients heureux. Cette société à mission depuis 2022, répartie sur 70 sites dans 6 pays, forte de 1700 talents, s'épanouit à partir d'une culture forte et singulière de chaleur ajoutée. Valère, tu es diplômé de l'École des Ponts, après avoir été directeur de projet chez Vinci Concessions, puis directeur Smart Transport chez Orange. Tu es entré dans le groupe RATP en 2016 comme directeur stratégie et développement, en charge des enjeux d'ouverture à la concurrence. Tu diriges aujourd'hui RATP Solutions Ville, filiale du groupe RATP, qui a pour ambition de proposer aux collectivités et aux entreprises des solutions intégrées autour de 5 secteurs clés: l'immobilier, les télécoms, la logistique urbaine, les nouvelles mobilités et l'énergie. Et tu nous as rappelé lors de nos sessions préparatoires que les 2 piliers du groupe, inclusion sociale et environnement, étaient très solidement ancrés dans le projet RATP Solutions Ville. Merci en tout cas à tous les deux de vous être prêtés au jeu. Claire, je te laisse présenter l'utopie. Merci Anne-France et bienvenue à tous en 2040. Alors, face au franchissement des limites planétaires, face à l'accroissement des pressions sociales et sociétales, souvenez-vous, dans les années 2030, il y a eu un sursaut de conscience. Et ce sursaut de conscience, il a permis au gouvernement, aux organismes internationaux de s'entendre pour avoir une approche raisonnée, conjointe des communs de la planète. Cette approche conjointe et raisonnée, elle a trouvé son résultat dans la FICSU, la Foundation for International Commons Sustainable Use. C'est une fondation qui est en charge de la gestion des ressources de la planète et de tous les fondamentaux sociétaux indispensables à la vie collective apaisée. Alors, toutes les économies nationales sont soumises à cette autorité de tutelle. Elles déclinent la répartition de l'usage des communs. Vous savez, ces ressources naturelles qu'on croyait illimitées, elles les déclinent à l'échelle des territoires, des secteurs, des entreprises, grâce à des antennes locales.
Et elle le fait par le biais de quotas ou alors par le biais de contributions quand on contribue à la restauration de ces communs. Et ça, c'est un nouveau cadre dans lequel se joue le jeu concurrentiel et la capacité d'entreprendre. Et les entreprises ont été obligées, ont été contraintes de se projeter sur une nouvelle vision de l'économie et une nouvelle façon de gérer leurs projections et les conditions de leur pérennité. On parlait tout à l'heure des trois conditions, des trois composantes d'une projection, l'intention, la projection et la gouvernance. Et l'unification, la réunification de ces trois composantes est d'autant plus importante aujourd'hui dans un contexte où la réussite et la contribution au commun sont intimement liées. On va prendre l'intention d'abord. L'intention, elle a la raison d'être comme boussole. Cette raison d'être, elle va combiner aujourd'hui une intention économique et une contribution au commun. Il n'y a plus deux objets comme ça pouvait être le cas avant, il y en a bien un seul. Et pour définir cette intention, l'entreprise, elle s'appuie à la fois sur les frontières planétaires qui ont été traduites pour son secteur, donc ce que la FICSU donne comme cadre, et sur les attentes de ses parties prenantes et les actions de ses parties prenantes, le plancher sociétal dont parlait Anne-France. C'est ces trois éléments qui vont servir de base à la projection de l'entreprise. Et dans un univers où tout bouge très rapidement, le contenu de cette projection, ce n'est plus une planification détaillée, c'est plutôt un cap clair partagé, des paris stratégiques qui sont explicités et surtout une réflexion sur l'effet majeur à provoquer. L'effet majeur, c'est l'action ou la succession d'actions à mettre au point pour avoir un point de bascule qui va entraîner la réussite quasiment inéluctable des paris stratégiques. Et l'efficacité de cette projection, elle va être mesurée par un ROI à 360 degrés, qui va mesurer le retour sur investissement de l'ensemble des capitaux investis. Le retour sur investissement financier des investissements financiers, le retour en ressources naturelles des investissements des ressources naturelles investies, le retour social des ressources humaines investies, etc. Et forcément, un nouveau type de gouvernance va animer cette définition puisque opérer les arbitrages stratégiques et opérationnels sur la base de ce ROI à 360, ça implique de bien mettre en discussion toutes ces composantes-là et donc de combiner les parties prenantes, d'associer les parties prenantes à la gouvernance de l'entreprise. Retour en 2023. Au-delà de l'utopie, ce que nous vous avons raconté fait émerger trois défis pour nos entreprises, trois défis pour changer de paradigme. Le premier défi, c'est la nouvelle vision de la valeur. On l'a dit, il s'agit de passer d'un ROI financier à un ROI qui va combiner l'ensemble des critères qu'on a évoqués tout à l'heure. C'est aussi une nouvelle vision de la réussite puisque ça implique de plus non seulement maximiser les l'EBITDA, mais de penser une pérennité de l'entreprise, une réussite dans la durée et les conditions d'une contribution au commun, avec des ferments qui émergent aujourd'hui comme des outils de pilotage de la valeur globale et des mouvements du monde financier qui viennent accompagner ça. Le deuxième défi, c'est de se donner la capacité à penser le temps long dès aujourd'hui, en agissant dès aujourd'hui dans le court terme. Ça implique d'avoir une bonne vision des enjeux du temps long avec la prospective. Alors ces enjeux du temps long, ça peut être la souveraineté, ça peut être le maintien des compétences, ça peut être la préservation des ressources naturelles ou la résilience climatique. Et ça implique d'œuvrer sur le temps long dès aujourd'hui, alors qu'on n'est pas certain à l'échelle de notre vie dans l'entreprise qu'on va en voir les effets et les résultats. Le troisième défi, c'est le défi de la gouvernance augmentée. On en voit aujourd'hui les ferments avec les comités de mission, avec le dialogue fournisseur-consommateur qui se met en œuvre, avec la transformation des filières. En fait, on le voit bien, les parties prenantes ne sont plus seulement un marché avec des fournisseurs, des clients, des concurrents, mais bien un écosystème avec qui on construit le futur. Toutes les transitions de demain, elles se pensent avec cet écosystème et on voit des mécanismes qui se mettent en place pour que les parties prenantes aient leur voix dans la gouvernance des entreprises dès aujourd'hui avec, par exemple, les représentants de la nature ou des générations futures dans les instances. Tout ça, on le voit bien, ça demande des entrepreneurs d'aujourd'hui qui prennent en charge ces défis et c'est pour ça qu'on vous a invité pour venir témoigner sur les ferments déjà présents dans vos entreprises.
Je vais laisser la parole à Anne-France pour vous poser la première question. Merci beaucoup Claire. Alors, pour plonger dans le sujet, peut-être assez rapidement à chacun d'entre vous, est-ce que vous pourriez nous éclairer finalement sur votre moteur en tant que dirigeant pour vous mettre en mouvement face à ce défi d'entreprendre en vue d'une économie souhaitable? Avant de rentrer dans les 3 grands dilemmes, et peut-être on va commencer avec Valère. Alors mon moteur, alors d'abord j'aime beaucoup les donuts, donc je me sens très à l'aise ce matin parmi vous. Non, plus sérieusement, je pense qu'on veut, enfin comme beaucoup, je veux avoir de l'impact dans mon boulot, je veux avoir de l'impact dans ma vie, et je pense que le plus gros défi qu'on a en ce moment, il est planétaire, comme vous le disiez. Vous l'avez très bien rappelé, je ne vais pas le revenir sur l'environnement. Donc c'est d'abord avoir de l'impact, c'est une des plus grands, enfin peut-être le plus grand défi que l'humanité a affronté, c'est on est au bout de notre planète. Qu'est-ce qu'on fait? Et ça, je dirais même si on parle de théorie des jeux, c'est le plus grand dilemme du prisonnier qu'on a à affronter, puisque il faut qu'on y aille tous ensemble. Dès qu'il y a une minorité qui perforera l'alliance de oui, on va sauver la planète, ça ne marchera pas. Donc ce dilemme du prisonnier, on va le résoudre ensemble, et je trouve ça passionnant. Et en termes de moteur, très concrètement, dans la vie des entreprises, en tout cas dans celle à laquelle je contribue, je pense qu'il y a 3 raisons de bouger quand on voit cette limite-là. La première raison, c'est, vous l'avez touché du doigt déjà, c'est la régulation. C'est soit de l'incitation, soit de la coercition. Est-ce qu'on a la capacité de faire autrement? Non, on n'a pas le choix. Il y a un régulateur, une puissance publique qui est venue, que ce soit l'Europe, que ce soit la FICSU, j'aime bien l'acronyme, cette ONU de l'environnement, qui vient nous dire on n'a pas le choix, c'est comme ça, soit par de la coercition, soit par de l'incitation. La deuxième raison, c'est nos clients. En fait, si nos clients nous le demandent, évidemment, on va bouger pour aller, notre boulot, c'est d'aller chercher des clients, on va bouger pour suivre cette demande client. La troisième raison, elle est plus intrinsèque à l'entreprise, ça va être l'entreprise qui elle-même se dit, en fait, je n'ai pas le choix, c'est mon devoir, je dois le faire. J'y crois moins aujourd'hui, en tout cas, c'est moins fort. Aujourd'hui, les entreprises, elles font, on en parlera, je pense, de l'optimisation sous contrainte. Donc, est-ce que le régulateur met des contraintes? Est-ce que mes clients me poussent à bouger? C'est 2 moteurs forts. Mais on voit quand même, notamment pour attirer les talents et les fidéliser, que cette question de le rendre intrinsèque à l'entreprise devient très importante. Donc, c'est le 3e moteur, c'est la volonté propre. Merci Valère. Benjamin, ton point de vue, ton moteur personnel? J'aime beaucoup ce qu'a dit Valère. Moi, aujourd'hui, personnellement et dans l'entreprise, mon moteur, c'est plutôt d'essayer de traiter ce 3e moteur dont tu parles, le moteur intrinsèque, et de réussir à vraiment casser les codes et permettre à ceux dans l'entreprise qui voudraient pousser le trait beaucoup plus loin, de le faire et de leur donner les moyens. Et dans ce sens-là, c'est un pari pascalien. Si on pense qu'on doit s'en sortir, qu'on peut s'en sortir, il faut qu'on se mette en mouvement. Et il ne faut surtout pas qu'on ralentisse ceux qui ont envie d'aller au-devant. Et donc, très concrètement, nous, il y a certaines maisons aujourd'hui qui ont pris le sujet beaucoup plus loin que d'autres et qui font valeur d'exemple. Et il y a un système interne de regard vers l'autre. Tiens, moi, ma maison, en fait, je n'ai pas beaucoup avancé sur les sujets profonds de transport, des choses qui... Et en regardant le voisin qui, lui, a beaucoup avancé, là où on se sentait bien, en fait, on se sent moins bien. Et donc, il y a un moteur par émulation, mais en libérant l'énergie de ceux qui voulaient aller très loin, plutôt qu'en coercition de ceux qui ne voulaient pas avancer assez vite. Merci à tous les deux. Alors, Benjamin, on l'a vu, projeter son entreprise demain, c'est une nouvelle vision de la valeur, une nouvelle vision de la performance. Cette vision, elle doit percoler à tous les niveaux de l'entreprise, dans la vision de la performance de l'entreprise, de la performance collective et individuelle. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a déjà des ferments de cette nouvelle vision de la valeur dans ton entreprise? Et à quoi peut ressembler demain cette nouvelle vision de la valeur? Nous, on est une entreprise qui existe depuis 30 ans. Donc, et ces considérations-là étaient un peu moins présentes. La partie du modèle sur lequel nous, on a avancé d'un point de vue culturel, c'est la partie humaine. C'est cette partie qui fait que les talents ont rejoint Châteauforme. Et on a développé le concept qu'on appelle la chaleur ajoutée. Parce qu'au-delà de la valeur ajoutée, quel est l'élément en plus, quelle est la mesure sociale aux contributions de l'épanouissement humain, d'abord des talents de l'entreprise, mais aussi de toutes les parties prenantes que Châteauforme porte. Et donc, aujourd'hui, pour doper cette partie chaleur humaine, quand tu parles des ferments, on a tous les ans dans l'entretien d'évolution, on essaye d'aligner l'enjeu individuel, le driver personnel, ce qu'on appelle le compelling purpose
en analyse transactionnelle, on essaye d'aligner le compelling purpose de la personne avec l'intérêt collectif de l'entreprise. Et ça donne des histoires assez incroyables. Mais en tout cas, la valeur qu'on cherche à créer est on appelle ça l'obliquité, c'est un produit secondaire de cet alignement. Et c'est justement une personne qui est très alignée sur ses valeurs qui va essayer de s'aligner avec le but de l'entreprise. Je vous donne un exemple concret. On avait une maison qui s'appelle le château de Ronqueux, dans lequel il y a un couple qui était particulièrement sensible à ces sujets, qui a développé de la permaculture et qui aujourd'hui décide de passer le cap en faisant de cette maison la première maison transformative de Châteauforme, c'est-à-dire que tous les participants qui iront dans cette maison, qu'ils le veuillent ou non, seront soumis à la culture du couple, à cette envie qu'ils ont de faire une maison qui respecte particulièrement l'environnement, nos limites planétaires. Et donc c'est à leur initiative que finalement toutes les entreprises qui passeront là-bas seront forcément acculturés à une maison qui essaye de vivre en autonomie énergétique et selon tout un tas de principes qu'ils défendent mieux que moi d'ailleurs. Et cette vision-là, elle se retrouve aussi dans votre vision de la performance individuelle, parce que ça booste la performance collective de l'entreprise telle que tu le présentes, Ouais. dans la performance individuelle. Dans ce sens-là, on travaille en ce qu'on appelle la pyramide inversée, c'est-à-dire que c'est le client le patron. Et 20% du salaire des collaborateurs dépend de la satisfaction des clients. Pourquoi je souligne la satisfaction ? C'est que ça ne dépend pas de l'argent qu'ils vont générer sur site. D'ailleurs, souvent, ils ne sont pas conscients du chiffre d'affaires généré sur site, ce n'est pas ça le sujet. S'ils boostent la satisfaction, si leur maison répond bien aux attentes et aux enjeux des entreprises qu'ils reçoivent, alors moi je vais m'y retrouver économiquement. Mais c'est ce que je disais, c'est un produit secondaire de la qualité, de la satisfaction que les entreprises vont avoir ressentie en étant reçues dans cette maison. Et donc l'objectif économique qu'on poursuit est bien un produit secondaire, c'est pas ce qu'on poursuit, pardon, c'est bien la croissance de cette chaleur ajoutée. Super, merci. Et Valère, toi, quelle est ta vision de cette valeur globale? Est-ce qu'elle se décline déjà dans l'entreprise? Alors je pense que, juste un instant de théorie, j'aime beaucoup ce qui a été dit avant, de dire la valeur va évoluer en 2030, en 2040. Pourquoi j'aime particulièrement? Parce que je suis convaincu que l'entreprise, elle fait de l'optimisation sous contrainte. Elle va optimiser la valeur économique aujourd'hui, uniquement la valeur économique, sous les contraintes de son environnement qui sont sociales, marketing, réglementaires, etc. Donc je pense qu'en fait, on a un choix cornélien à faire là, c'est de dire soit on met à bas tout le capitalisme, le fonctionnement des entreprises, le fonctionnement de nos sociétés, et on invente quelque chose de nouveau. Et je dirais c'est le risque. Le risque que je vois, ce n'est pas la révolution, c'est l'impact que ça aurait démocratique. En gros, c'est que ça peut déstabiliser nos démocraties, et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on doit tous préserver. Bon. Donc soit on a ce choix de la révolution, entre guillemets, du nouveau monde du tabula rasa, soit on se dit, quelque chose qui a été poli depuis 200, 300 ans, et qui structure beaucoup notre société, qu'on assure une certaine pérennité, on va juste la réorienter. On va quand même pivoter de manière assez conséquente, par contre avec les mêmes fondamentaux. Donc toujours les entreprises dans le domaine économique, c'est de leur dire la valeur que tu vas chercher, elle n'est plus que économique. Mais donc ça, il faut que ça percole. Et donc au-delà de cette théorie, et je trouve que moi j'ai un peu de frustration encore, c'est que tout le monde le perçoit qu'il y a un problème avec l'environnement. Par contre, on ne sait pas comment le décliner dans le monde d'aujourd'hui. Bon, alors il y a des éléments d'espoir qui montrent que ça y est, on commence à pivoter, mais c'est très léger. Des exemples que je vous donne, c'est qu'on voit pas mal d'entreprises, nous on commence à y réfléchir chez RATP Solutions Ville, de se dire, beaucoup de nos investissements, en fait tout est une question d'investissement. Quand j'investis, c'est le moment où j'affronte un risque, je dis en face du risque, quelle est la valeur que j'attribue au fait de porter ce risque. Cette valeur aujourd'hui, c'est que des chiffres, c'est que de l'économique. Et c'est de l'économique froid qui ne tient pas compte de ces limites planétaires. Un élément, c'est qu'on commence à se dire qu'un des marqueurs de la rentabilité, tu parlais de ROI, nous on parle beaucoup de TRI, taux de rentabilité interne, qui est j'investis sur 20 ans, est-ce que mon taux de rentabilité il est supérieur à le coût de l'argent? Donc si j'emprunte à 7, il faut que mon taux de rentabilité soit supérieur à 7, sinon je ne vais pas m'embêter à prendre ce risque. Donc, ce TRI, d'habitude on le calculait de manière très simple, qui était combien ça me rapporte en argent. Et ça, on est en train de dire que ce TRI, il y a une alternative qui est le TRI vert. Donc il y a des entreprises qui mettent en place en fait, un TRI vert qui est je tiens compte du coût de l'impact carbone que mon projet va avoir.
Donc au fil de l'eau, et en fait, l'avantage que ça, c'est que c'est très calculatoire. Donc ça plaît à la façon dont nos entreprises sont pilotées, puisque c'est très calculatoire nos entreprises. Donc c'est-à-dire, au lieu d'avoir un TRI, qu'on va appeler maintenant un TRI gris, qui ne tient pas compte de l'impact sur l'environnement, je vais avoir par exemple un TRI à 12%. Ben, je vais dire oui, mais en fait, je consomme 200 tonnes de carbone, 800 tonnes de carbone, etc. dans le temps. Et donc ça va venir grever mon TRI, et je vais avoir un TRI vert, qui sera moins bon, a priori, qui sera à 8%. Donc est-ce qu'il est toujours au-dessus de mes attentes? Ou alors, des fois, il va être mieux. Parce que si mon projet est très vertueux, au lieu d'avoir 12, je vais avoir 15. Parce que si c'est un projet qui économise du CO2, bon bah là, on commence à avoir des directeurs financiers qui commencent à s'y retrouver, à se dire, il y a un risque effectivement que la tonne de CO2 me coûte dans le temps. Si par exemple on parlait d'une taxe tout à l'heure, s'il y a une taxe ou des quotas qui sont imposés, mon projet sur 20 ans, si j'en ai fait le calcul et que je n'ai pas tenu compte du fait qu'en cours de mes 20 années, maintenant quelqu'un qui pense qu'il ne va rien se passer pendant 20 ans, je pense que ça n'existe plus. Par contre, on ne sait pas comment le traduire dans les chiffres. Donc se dire, par exemple, en année 5, allez, on est en 2030, en année 7 en l'occurrence, je vais commencer à avoir une taxe sur le CO2, ça va me grever ma rentabilité, et donc mon TRI va s'effondrer, ou alors il va être soutenu. Et là, on commence à avoir les deux mondes qui se parlent. On a la théorie de j'ai des contraintes environnementales, comment est-ce que ça se traduit? Ah mais oui, là, on commence à avoir des choix et des calculs d'investissement qui retranscrivent ce besoin. Et ça, c'est trop rare pour le moment, d'où moi la frustration de dire à quel moment la pensée réelle de j'ai des limites, comment ça se retranscrit dans la façon dont les entreprises prennent leurs décisions. Les décisions, c'est beaucoup dans les investissements. C'est aussi dans les recrutements, il y a d'autres endroits. Mais je pense que dans les investissements, il est important que ça vienne se refléter. Donc ça, je trouve ça des éléments d'espoir. D'autres éléments d'espoir, la taxonomie européenne sur les investissements commence à venir cartographier qu'est-ce qui est un bon investissement, un très bon investissement, un mauvais investissement en termes environnementaux. Ça fait petit à petit, c'est du process, hein, mais pour les investissements qui sont une donnée d'entrée importante, ça vient changer la donne. Et je pense que cette taxonomie, cette régulation, elle doit se faire aussi avec une entité supra. Donc j'aime beaucoup cette ONU verte là, dont on parlait tout à l'heure, cette ONU environnementale. On pourrait imaginer aussi, au lieu des casques bleus, d'avoir des casques verts, des gens qui viennent vérifier qu'on vient bien prendre en compte le respect de l'environnement dans nos choix stratégiques. Et tu touchais du doigt un fait important, c'est que effectivement le grand défi de cette nouvelle vision de la valeur, c'est la comparabilité des éléments. Et le TRI vert que tu évoquais, il y répond d'une certaine manière. Il faut trouver ça sur toutes les autres ressources dont on va dépendre. Alors, on avait un deuxième défi que Claire a posé, qui était celui des horizons de temps. L'articulation des horizons de temps qui constitue une tension très forte dans votre quotidien de dirigeant. Tu nous le rappelais, Valère, ce double tasking permanent où au fond on est à 95% sur le très court terme et parfois on se laisse le luxe d'avoir un petit restant pour voir plus loin. Mais néanmoins, tu nous disais également que c'était un luxe indispensable. Donc, quelles sont selon vous les conditions pour se laisser ce luxe indispensable de penser le temps long quand on est dirigeant? Donc, Benjamin. D'un point de vue du leadership, Château Forme est une entreprise familiale et donc j'ai la chance de travailler avec mon papa qui a une longue expérience de l'entrepreneuriat et qui souvent me rappelle que mon job en tant que dirigeant, c'est de tout déléguer. Je dois absolument tout déléguer pour pouvoir me concentrer sur gérer les risques et capturer les opportunités et que mon rôle, c'est de faire advenir ce qui sans moi ne serait pas advenu. Et donc, notamment, donc ça c'était un principe historique du management, juste d'un point de vue économique pour son entreprise, mais qui est encore plus vrai aujourd'hui avec les nouvelles considérations qu'on doit prendre en compte et qui rentrent difficilement dans les chemins normaux de fonctionnement de l'entreprise. Et donc, c'est un appel aux dirigeants que je fais, il faut tout déléguer pour pouvoir se concentrer sur ces sujets. Ensuite, le format d'actionnariat aide. Nous, on a fait le choix et on a la chance d'avoir un actionnariat qui est uniquement entrepreneurial et familial. Donc, on a fait de la place au capital pour des copains entrepreneurs. Et donc, on a un actionnariat qui comprend l'intérêt du temps long, surtout dans notre métier qui est de réhabiliter des châteaux pour y recevoir des entreprises. On est une entreprise qui est habituée au temps long. Un projet met entre 3 et 5 ans à sortir. Donc, dans ce sens-là, on a la chance d'avoir aligné l'entreprise pour pouvoir prendre en compte ces problématiques.
Tu nous parlais aussi également, Benjamin, lors de nos discussions préparatoires, qu'il y a aussi une philosophie chez Château Forme de décider de grandir moins vite. Voilà, il y a aussi une culture interne qui est un peu contre-intuitive. Comme le Château Forme a été construit et par des talents qui ont rejoint cette aventure pour apporter de la chaleur humaine, de la chaleur ajoutée aux entreprises et créer du lien, parce que collectivement, on pense que c'est humaniser l'entreprise qui est bien. Comme ça, c'est notre objectif depuis le départ, pas la croissance. On doit veiller à chaque étape que notre culture continue à bien irriguer et irradier les entreprises qui viennent chez nous. Et donc ça a toujours ça a été, en tout cas, la condition prérequise pour pouvoir accélérer le développement. Et donc, on a été plutôt centré sur la puissance de cette chaleur ajoutée plutôt que sur la rapidité de notre développement. Valère, articulation temps long, temps court. Ouais, je pense que c'est passionnant. C'est passionnant, on le voit de manière très générale, c'est-à-dire qu'alors qu'on devrait s'occuper de l'environnement, le Covid nous tombe sur la tête, la guerre en Ukraine, le Hamas, tout ça sont des conflits qui font qu'on est aspiré par le temps court. Et on le voit au niveau planétaire, on voit bien que cet enjeu environnemental, il est d'abord planétaire, puisqu'on voit les chiffres, la Chine, l'Inde, les États-Unis ont des augmentations de leur CO2, alors qu'on a tous compris pourtant qu'il faudrait freiner ça. Bon. Donc on sent que le temps court nous aspire et nous ramène toujours à mon PIB cette année, il doit croître, etc. Donc ça c'est au niveau des États, au niveau des entreprises, on est piloté au mieux à l'année, voire au trimestre, selon la tachycardie que le management met sur l'entreprise pour savoir comment est-ce qu'on doit produire. Donc on est toujours aspiré par le temps court. Et pourtant, je pense plus que jamais là, et c'est très collectif, de dire en 2040, n'auront survécu que les boîtes qui, aujourd'hui, allouent du temps pour y penser, parce que Darwin va se frotter les mains. C'est un choc darwiniste, disant ceux qui n'auront pas anticipé le tsunami qui arrive vont en périr. Bon. Donc ça fait partie de notre boulot de dire qu'il faut qu'on libère du temps, en déléguant. Je suis tout à fait d'accord. Après, nos entreprises, elles ont de la tachycardie, comme je le disais. Comment est-ce qu'on rompt ça? C'est pas facile. On pourrait imaginer des mécanismes un peu disruptifs où en fait, les résultats que produit une entreprise, par exemple ses dividendes, de dire on les met sous séquestre. Maintenant, l'ONU verte, la FICSU, a dit 10% des dividendes distribués chaque année n'ont pas le droit d'être distribués. Ils sont mis sous séquestre pour servir un investissement sur le temps long de réflexion sur les énergies différentes, les modes de recrutement différents, la sollicitation des parties prenantes de manière différente. Bref, de dire on vous oblige, parce qu'en fait, entre guillemets, le capitalisme actuel tel qu'il est fabriqué fait que le cash c'est de l'argent. Toujours avec mon TRI, le TRI c'est le temps, c'est de l'argent, c'est que je préfère avoir l'argent maintenant plutôt que dans un an, sinon il faudrait que j'en ai 5%, 10%, 15% de plus. Donc les mécanismes font qu'on est incité au temps très court. Il faudrait qu'on soit obligé de mettre sous séquestre. De la même façon qu'il y a des moments, il faut historiquement, pour qu'on ne travaille pas le dimanche, parce que le dimanche il fallait reposer pour sortir du temps court. C'était des mécanismes humains, on les a oubliés. Maintenant, tout est ouvert le dimanche. On a cette culture du trépidant et du fait qu'on ne s'arrête jamais. Et ça, c'est nuisible parce qu'en ce moment, il faut qu'on s'arrête et qu'on se pose. Deuxième élément qui, je trouve intéressant, c'est l'aspect patrimonial. C'est-à-dire que je trouve que ça résonne beaucoup ce que tu dis, Benjamin. Je pense que les entreprises familiales ont par essence cet aspect de transmission. Tu parlais de ton père, de tes enfants. Enfin, c'est des sujets où ça vous dépasse, ça te dépasse dans le temps. Le patrimoine que je crée, il est pour les générations futures. Donc je pense qu'il y a certaines entreprises qui sont par essence, mais je serais preneur de ton point de vue là-dessus, plus à même de se dire c'est pas le mandat de 6 ans si je suis maire, 3 ans si je suis actionnaire, 5 ans si je suis mandataire social de la boîte, ou mon bonus de l'année qui peut déclencher des décisions court terme. Je pense que les entreprises, il y en a de plusieurs types, il y en a qui sont peut-être, j'espère, plus dans la pérennité et dans la transmission, et que ça peut les aider dans des moments difficiles où il faut penser temps long. Si tu m'autorises à t'interrompre pour faire le lien entre tes deux points, quelque chose de fondamental que je n'ai pas cité, c'est qu'à la création de Château Forme, le modèle entrepreneurial et de création de valeur qui a été proposé est un modèle où les actionnaires sont OK que l'entreprise ne servira et n'a jamais servi de dividendes. Et donc la valeur créée pour les actionnaires, elle est créée par point d'étape, patrimonialement, en croissance de l'entreprise, pas en versement de dividendes. Ouais, je pense qu'il faut qu'on rentre dans des mécanismes plus longs. On peut imaginer, parce qu'en fait les gens, on ne peut pas les obliger à rester 10 ans dans une boîte, mais d'avoir des mécanismes d'intéressement ou de primes, mais qui soient pluriannuels, de se dire j'ai touché aujourd'hui
les bénéfices de quelque chose. Et quand je dis bénéfices, c'est pas que économique. On a compris qu'il fallait enrichir cette vision. Mais je touche les bénéfices de quelque chose que j'ai fait il y a 10 ans. De se dire, et de manière à projeter les gens, de dire, en fait, en 2040, si j'agis bien, et bien, c'est selon les objectifs qu'on me fixe, et qui vont être de plus en plus vertueux, on l'espère tous, à ce moment-là, plus tard, il y a une espèce de mise sous séquestre à nouveau pour protéger du temps court. Parce qu'aujourd'hui, je quitte une boîte, la boîte, elle me dit ni oui ni au revoir. Elle dit c'est comme ça et puis je te paye plus. L'idée de se dire dans le temps, j'ai cristallisé que ton effort, il rapporte sur le temps long, ça pourrait être intéressant. De sortir de la logique chaque année, voire chaque trimestre. L'utilité constatée à 20 ans. Par exemple. Mais ça, je pense qu'on va en parler juste après, je pense, sur les parties prenantes. Le fait de dire il faut mettre des garde-fous. En fait, on sort des rails. On n'a pas de glissière de sécurité. Et je pense qu'il faudrait arriver à un moyen que les générations qui ne travaillent pas, soit plus anciennes, soit plus jeunes, qu'elles viennent dire en fait, vous qui travaillez, au-delà de créer de la valeur, il faut penser un peu différemment. Parce que soit moi, je vous ai transmis cette planète, les anciens, soit moi, je vais vivre dedans, les nouveaux. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi, vous ne pouvez pas avoir des bonus à l'année, ce n'est pas possible. Donc je pense que les parties prenantes et l'aspect générationnel doivent nous aider à être plus visionnaires. Merci pour cette transition, Valère. Benjamin, tu voulais rajouter quelque chose? Non, je bois ces paroles. Je voulais juste inviter avant toutes les personnes qui nous regardent à poser des questions sur le chat s'ils le souhaitent. On aura un peu de temps pour y répondre à la fin. Et peut-être avant de passer à la gouvernance, à l'ouverture aux parties prenantes, moi j'avais juste une dernière question dans le fil de ce qu'on vient de se dire sur le temps long. On a beaucoup parlé de mécanismes de l'entreprise, du système pour permettre de penser le temps long. Est-ce que vous, à titre personnel, dans votre façon de garder du temps pour penser le temps long, vous avez des petits conseils à partager avec nos amis qui nous écoutent? Une question piège parce qu'on ne l'avait pas préparée. Moi, je peux ouvrir si tu veux. Je voulais tu me permets de faire un point sur notre vision de l'entreprise. On se gère familialement comme une entreprise et on essaye de gérer l'entreprise comme une famille. C'est comme ça qu'on fait un mix de valeurs qui est intéressant. Et donc, quand je dis se gérer familialement comme une entreprise, moi, aussi longtemps que je me souvienne, je n'ai pas eu d'argent de poche, mais j'avais un budget à rendre. Et j'avais 10 francs pour des bons becs, m'acheter des magazines et mon vélo. Et mon père m'a viré sur 6 mois l'argent pour m'acheter le vélo. Évidemment, ça m'a permis de me mettre en compréhension de ces choses-là. Mais un exercice qu'on fait surtout et que je vous invite tous à faire, c'est on fait une vision personnelle à l'année, une vision personnelle à 5 ans et on a une vision familiale à 5 ans. C'est comme ça que nous, on organise notre gouvernance familiale. Et récemment, on a commencé à faire des visions de couple. Que chaque couple en fait qui constitue la famille, donc mes 3 frères, leurs femmes et mes parents présentent leur vision de couple à 5 ans. Et ça nous a mis collectivement en fait cette discussion dans un temps plus long, dans aussi commencer à prévoir différents âges de la vie, différentes solutions qu'on doit commencer à prévoir. Bref, ça nous a permis d'axer rien que notre vécu familial sur un temps plus long que la tachycardie dont tu parlais. Merci pour ce Je prends tips. des notes Oui, tout à fait. sur la planification. Alors moi, vu de l'entreprise, il se trouve que nous, on a des exercices stratégiques assez longs. Il se trouve que le groupe RATP, vous le savez sans doute, rentre en concurrence, donc à des échéances qui sont entre 2025 et 2026, l'ensemble de l'activité bus est mise en concurrence. 2029, ça sera toute l'activité tramway. Et 2039, toute l'activité ferrée. Le métro, le RER seront mis en concurrence. Donc quand on parle 39, ça semble infiniment loin, mais en fait, ça fait déjà un moment que la RATP, par la force des choses et d'une loi qui, entre guillemets, heureusement, nous a donné déjà longtemps depuis 2009, puisque la date, elle a été fixée en 2009. Il y a eu des modifications récentes liées au JO, du fait que la fin du bus devait être fin 24, le timing n'était pas très bon, il a été décalé légèrement. Néanmoins, on a appris depuis assez tôt, en tout cas à la RATP, à se projeter à 39, puisque déjà 24, 29, 39 sont des jalons importants et le monde aura changé. Je vous donne un exemple, le bus c'est 19 000 personnes à la RATP, c'est 45% de l'entreprise parisienne, de l'activité parisienne, qui, une fois que le bus bascule, va être intégralement filialisé. On va perdre une partie des parts de marché, on va évidemment essayer d'en regagner le maximum. Mais donc ça fait déjà depuis 2009 qu'on sait qu'en 24 il va se passer quelque chose d'important, en 29, en 39. Donc cette projection longue, on s'y emploie et elle est limite mécanique, mais parce que,
à un moment, un régulateur a eu le bon goût de fixer des règles du jeu claires à horizon 30 ans, puisque c'était en 2009 jusqu'à 39. Ça nous a aidé. Je ne dis pas que c'est parfait, ce n'est pas un champ de rose. Par contre, de savoir quelles sont les règles du jeu dans le temps, ça aide beaucoup. Merci. Valère, tu l'as dit, les parties prenantes peuvent nous aider dans la gouvernance à construire cette nouvelle économie résiliente, contributrice. Quels sont les éléments que tu vois déjà aujourd'hui ou ceux que tu imagines qui peuvent nous aider à faire ça? Alors je pense qu'on est dans un moment exceptionnel de l'humanité, j'y reviens pas, on en est tous conscients. Qui dit exceptionnel dit il faut changer un peu les modes de fonctionnement, la façon dont on va le faire, et ça va se faire très collectivement. Je pense qu'on est tous pris de vertige quand on voit les enjeux qu'on a, et tout le monde a une attitude assez différente. Bon, nous, ceux qui nous donnent de l'activité, ce sont nos clients. Donc la plupart du temps, il faut qu'on aille tester auprès de nos clients quel est leur degré de maturité. Parce que vraiment, encore aujourd'hui, j'ai des clients qui, moi je réponds beaucoup à des appels d'offres publics, de la commande publique pour des grandes infrastructures. Qu'elles soient télécom, tu le disais tout à l'heure, l'immobilier, etc. Certains clients sont très en avance et en fait vont même au-delà de ce que nous, très naturellement, peut-être fond de fauteuil, on aurait fait. Donc ça nous pousse à innover, ça nous pousse à prendre des risques. Innover, c'est pas que inventer des trucs, c'est aussi accepter de prendre certains risques qu'on n'a jamais pris. Et là, on commence à avoir des risques qu'on n'a jamais pris. Donc comment est-ce qu'on price, comment on met des aléas pour couvrir des provisions, pour couvrir des risques qu'on n'a jamais vus, c'est des fois pas simple. Notamment en termes de comment est-ce qu'une filière va s'adapter dans le choc environnemental qu'on va vivre à horizon 25 ans, c'est des sujets qu'on n'avait jamais vus. Donc comment est-ce que je me couvre? Bon, c'est là où ça devient passionnant puisque on fait beaucoup de concessions. Les concessions, par essence, ça a été les autoroutes dans le temps, il y a eu les télécoms plus récemment, le viaduc de Millau, etc. C'est des moments où la puissance publique se dit ce risque, il est tellement énorme et grand que je ne suis pas le mieux à même de le porter, moi, puissance publique, parce que mon appréciation du risque est jamais la bonne. Il faut que je le transfère au privé. C'est ça le principe des concessions, c'est un risque porté initialement par la puissance publique, qui était l'adoption des voitures, est-ce que les autoroutes vont marcher, le décollage de la 2G, 3G, 4G sur les télécoms. La puissance publique ne savait pas, elle s'est dit il y a un risque très important, je laisse le privé prendre ce risque et c'est lui qui va le pricer au mieux. Bon, c'est ça le principe des concessions. Là, on a un énorme risque, le risque environnemental. Dans tous nos contrats, on voit un besoin de transférer ce risque à la puissance privée par le biais d'un appel d'offres. Dans ces appels d'offres, on voit des demandes très exigeantes, avec un grand transfert de risque et donc, qui nous mettent nous en danger, mais c'est notre boulot. Et certains qui sont par contre très en retard. On a des fois moi j'ai répondu à un appel d'offres récemment qu'on a gagné, un projet de 25 ans, aucun critère environnemental, zéro. Donc, et là ce qui est frustrant, c'est que quand il n'y a pas la demande, ce que je disais tout à l'heure, l'inducteur le plus fort, c'est quand mon client me demande un truc, je vais y aller. S'il ne me le demande pas, ça va renchérir assez vite, et là je vais sortir du donut. Enfin, on sent que l'équilibre est mieux disant environnementalement. Si on ne me le demande pas, malheureusement, je n'ai pas intérêt à le faire. Bon, et donc, on va avoir des clients qui sont très allants, d'autres qui ne le sont pas. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on essaie d'avoir un dialogue en amont avec eux, avant le lancement de l'appel d'offres, puisque vous savez, les procédures publiques, dès que l'appel d'offres est lancé, on ne peut plus interagir avec le client. Donc, c'est en amont, quand on en est au moment de l'inception, de la conception du projet. C'est intéressant sur ce sujet environnemental, beaucoup plus fort que ça ne l'a été avant. On n'est plus sur des produits standards, on est sur des projets de 25 ans, 20, 25 ans. Il va se passer un truc. Environnementalement, ça devient un énorme sujet. Certains clients le regardent très peu, d'autres sont très en avance. Et nous, on essaye de les aiguillonner pour dire il y a certains risques qu'on ne pourra vraiment pas prendre quand c'est vraiment trop loin, donc attention, pas aller trop loin. Et à l'inverse, il y a certains sujets, si vous n'y avez pas pensé, vous devriez commencer à y penser. Donc c'est beaucoup plus en dialogue avec nos clients que ça ne l'était avant, ou avant quand on construisait n'importe quoi. Une autoroute, c'était assez brick and mortar, c'était assez simple. Il n'y avait pas de grands enjeux. Là maintenant, tout projet d'infrastructure, vu qu'il est long, va enjamber ce tsunami. Donc on doit en parler. Donc c'est beaucoup dans le dialogue que ça se passe. Après, je pense qu'on parlait du sujet générationnel. Je pense que ce qu'on voit, je le vois beaucoup dans le staff, les gens qu'on recrute, on a des très grandes divergences. C'est pas que l'âge, parce que c'est beaucoup des sensibilités, ça se retranscrit aussi par les générations, mais on voit des sensibilités très différentes. Je sais par exemple, j'ai proposé récemment de tous nos plateaux repas sont végétariens par exemple. J'ai eu des gens qui ont trouvé ça super, j'ai eu des gens qui ont été choqués, disant mais c'est quoi cette histoire? Enfin c'est des trucs tout con, mais on a des gens qui, alors qu'on sent, ça me semblait être relativement consensuel, hein, on a encore des divergences assez fortes. Et je pense que c'est pas mal dans le monde-là d'avoir une hétérogénéité assez forte des profils, en âge notamment, et en sensibilité environnementale, mais en âge aussi. Quitte à ce qu'on ait des gens vraiment en recul, qui soient à la retraite, qu'on réinterroge, qu'on ait des étudiants très jeunes,
Parce qu'on sent un côté un peu révolutionnaire de la jeunesse qui dit, en fait, le monde dans lequel moi je vais vivre, c'est inacceptable de ne pas y penser. Donc typiquement, quand ils voient un client qui sur 25 ans ne pense pas à l'environnement, il serait là, je ne réponds pas à l'appel d'offres. Ah ouais, non mais c'est notre client, donc on doit répondre. Donc on a un mouvement un peu de révolution, mais dans le sens à la fois positif mais dérangeant du terme, ils vont mettre la table par terre. Et pourtant, c'est les employés avec lesquels on doit produire nos projets. Donc je pense que interroger et faire intervenir des générations très différentes, ça je trouve ça riche et on en a besoin. Et peut-être pour finir, moi ce qui me passionne dans le sujet, c'est de se dire c'est le plus grand défi que l'humanité a à relever. Il se trouve que je lis en ce moment Yuval Harari, Sapiens, que je recommande à tout le monde. Et en fait, ce qui donne de l'espoir là-dedans, c'est qu'il nous rappelle que Sapiens a survécu parce que son méga pouvoir, on appelle ça son super pouvoir, c'est de collaborer en très grand nombre. Sapiens a survécu, a battu entre guillemets les Néandertals, a battu ses comparables, parce qu'il a un super pouvoir, il peut collaborer en très grand nombre. Par essence, c'est nous. Et on est les Sapiens. Donc si on peut survivre à ce problème qui nécessite, Diane du prisonnier, qu'on collabore tous, c'est bien nous qui pouvons y arriver. Après, on est devant nos propres défis, puisqu'on a nous-mêmes, c'est nous-mêmes mis dans ce bazar. Mais par contre, on a les capacités fondamentales pour y répondre. Voilà. Donc j'ai un peu d'espoir là, sur ce sujet. Merci. Benjamin, toi, les parties prenantes dans la gouvernance de l'entreprise, tu les intègres déjà. C'est qui tes parties prenantes que tu intègres ? Aujourd'hui, on essaye d'intégrer tout le monde, mais si je vous donne quelques exemples concrets, dans le sens de ce que tu dis aussi, et du pouvoir des récits, et pour faire que les humains collaborent, je pense qu'un des ingrédients clés, et la mission de Châteauforme qui est d'humaniser l'entreprise, ce que ça veut dire, c'est qu'on espère qu'à un moment, la relation va dépasser la transaction. Et que ça soit à l'intérieur des process de l'entreprise, quand un groupe vient chez Châteauforme, on espère qu'en repartant, c'est plus la compta et le marketing, mais que ça soit Michael et Anne, et que, ayant échangé autour du bar ou chanté ensemble au karaoké, ils aient créé du lien, ils se soient connus différemment, et que ça ait apporté un peu de souplesse dans les relations, un peu de mou vis-à-vis de ces relations qui sont souvent, ou ces transactions qui sont souvent normées, contractualisées, etc. Et l'exemple concret de ça, c'est le Covid. Nous, ça a été notre kryptonite. Notre métier, c'est de vendre des réunions en présentiel aux entreprises. Donc, pendant 17 mois, on n'a pas eu un ralentissement de l'activité, on a eu une interdiction de pratiquer notre métier. L'État a généreusement contribué à prendre en charge les salariés. Par contre, ils nous ont laissé nous débrouiller avec les bailleurs. Toutes les entreprises ont dû se débrouiller avec leurs bailleurs. Et à ma grande satisfaction, les relations qu'on avait construites avec nos bailleurs sur les 30 ans d'existence de l'entreprise, avec différents niveaux d'acceptation, de capacité, mais en tout cas, on a réussi à avoir un vrai dialogue, parce qu'on n'avait pas de base légale pour le faire, mais c'est le soutien de nos bailleurs pendant la période Covid, sur lequel on n'avait vraiment aucune base légale. Et après même, le gouvernement est revenu en arrière en disant la justice a dit, vous devez vos loyers. Bref, nos bailleurs nous ont accompagnés, ont compris que c'était l'intérêt de faire survivre l'entreprise. Et ça, c'est grâce à la relation qu'on avait avec eux. Et aujourd'hui, je paye plus de loyers qu'avant, mais je suis ravi de le faire parce qu'ils m'ont accompagné dans cette relation. On parle pas de deux bailleurs, on parle de 60 à 70 ils sont bailleurs. 58, Ouais. de la famille qui a le château dans sa famille depuis plus de 1000 ans à des bailleurs institutionnels parisiens connus. Et cette vision de la relation, tu nous disais pendant notre entretien préparatoire que ça transpirait dans toute l'entreprise, Ouais. y compris pas forcément que dans les maisons en fait. Absolument. Il y a aussi, dans ce sens-là, on pense chez Châteauforme vraiment que la nuance est super importante et il faut redonner à toutes les relations leur nuance. Et ça commence par les mots. On appelle ça les mots pour le dire. On a développé tout un jargon pour que dans la nuance du titre qu'on donne ou du mot qu'on apporte à une fonction ou à un problème ou une type de relation, il faut qu'elle prenne en compte la nuance qu'on veut y mettre. Donc notre directeur des achats s'appelle le directeur des partenariats et on lui explique de bien faire la différence entre un partenariat et juste une relation d'acheteur à fournisseur. Et puis, on a ça dans tous les métiers de l'entreprise, mais surtout, on invite
Et c'est pour ça la personnalisation des couples d'hôtes dans leur maison, souvent dans les villages où ils sont le premier acteur économique, que ce soit en termes d'emploi ou de relations avec les gens, à être partie prenante de la communauté locale. Et on a vu que naturellement, au départ, ils vivaient un peu en autarcie, au début à la création de Châteauforme, mais qu'aujourd'hui, justement, ils sont des acteurs, ils reçoivent, comme on a des lieux faits pour ça, beaucoup d'initiatives, d'associations pour les aider justement à incarner et à intégrer cette territorialité. Donc, je suis assez fier de voir qu'il y a beaucoup d'initiatives à l'échelle de la maison qui ne dépendent pas du groupe, dans lesquelles ils invitent leur partie prenante locale pour créer du lien entre ces gens. Et tu nous disais que tu avais même mis en place un responsable des relations, c'est ça, avec les maisons? Absolument. Entre les propriétaires. Super. On a une petite question sur le chat. Je vais revenir sur... hop. Il y avait un point que Valère n'a pas cité dans les, sur la question de la gouvernance et de l'ouverture aux parties prenantes. C'était l'histoire de l'entente, qui est interdite aujourd'hui. Voilà, il y a des clauses de non-concurrence, etc. Mais tu citais un moment, ça serait intéressant que, même si c'est interdit aujourd'hui, qu'à terme, il puisse y avoir des ententes environnementales sectorielles. Ouais, l'idée est de se dire, on sait qu'une entente est interdite. Entente, c'est quand des concurrents d'un même secteur s'entendent, se mettent d'accord pour fixer des règles du jeu. On en a connu tous les travers, que ce soit en part de marché sur les opérateurs télécoms, les constructions des lycées par exemple, que c'est toute cette histoire. L'idée étant d'en voir le bon côté, qui est de se dire, à situation exceptionnelle, mise en place d'un cadre un peu spécifique et un peu exceptionnel, qui serait de dire, pas dans les aspects concurrentiels classiques de fixation des prix, part de marché, ça évidemment, ça reste évidemment interdit dans la projection qu'on évoque ici, mais qui serait de se dire, alors, dans la façon dont on fait du business, il y a certains éléments, pas touche. Certains éléments, on n'a pas le droit d'aller faire du dumping sur le volet inclusion sociale, mais aussi environnementalement. On n'a pas le droit de prendre du charbon, on n'a pas le droit de prendre des véhicules diesel, on n'a pas le droit. Parce que la plupart du temps, quand c'est la puissance publique, je le disais, les trois raisons, c'est le client, le régulateur et l'envie de faire soi-même. L'envie de faire soi-même, je pense qu'elle est croissante, qu'aujourd'hui, elle est encore un peu à développer, et que si le régulateur ne me le demande pas et ne me l'impose pas, et ce qui est le cas aujourd'hui, il y a plein d'endroits, il y a des grands vides, et pourtant on sent qu'il aurait fallu qu'il y ait des règles du jeu qui soient dictées. Elles ne vont pas venir très vite, on sent que ça va venir assez lentement. Mais on pourrait imaginer que dans certains secteurs, on se dise, on n'utilise plus aucun véhicule diesel. Et c'est une espèce de ce que j'appelle l'entente verte, qui serait de se dire, dans certains secteurs, on en voit les débuts, il y a certaines confédérations qui commencent à se dire, certaines unions syndicales patronales qui commencent à se dire, dans notre secteur, on prend que des CDI. Dans notre secteur, on prend que des véhicules verts. On fait des PPA, on met en place des PPA pour dynamiser la Power Purchase Agreement, des contrats d'achat d'énergie verte. Pour dynamiser. Je pense qu'on pourrait légalement, avoir un champ où il y a certains éléments d'entente qu'au niveau des syndicats professionnels, on édicterait des règles qui soient mieux disantes que la loi, et qui soient la décision et qui soient actées entre tous, et qui soient permises, qui ne soient pas vues comme une entente, qui soient vues comme un minimum qu'on rehausse, pour qu'environnementalement, on ne se permette pas d'aller faire. Parce que sinon, on se dit du prisonnier, il faut l'empêcher, il faut empêcher celui qui veut plonger, qui a la tentation de plonger, il faut qu'il ne puisse pas plonger. Donc soit il est retenu par la loi, soit on pourrait se dire, et ça serait aux acteurs économiques de se prendre par la main et de se responsabiliser et de dire, chez nous, dans le monde de la haute couture, dans le monde du transport public, dans le monde, on ne fait pas certains trucs. Et on est mieux disant que la loi. Merci, Valère. Question du chat. On a parlé tout à l'heure de la manière de mesurer l'impact CO2. Tu parlais du TRI vert. Est-ce que vous avez dans vos entreprises d'autres manières, des réflexions pour calculer l'impact de vos activités pour chacune des limites planétaires sur lesquelles vous jouez? Alors, on peut parler peut-être de la pollution de l'air ou de la biodiversité ou de la conversion des territoires, de la conversion des terres agricoles ou naturelles en terres artificielles. Est-ce que vous commencez à mesurer ces éléments-là dans votre pilotage de la performance ou pas? Alors nous, de manière assez indirecte, on produit du logement en Ile-de-France, nous la RATP. On s'est donné des objectifs pour dire quand je produis du logement, quel pourcentage est du logement social. Bon, donc on a des indicateurs qui sont... et qui, on va souvent au-delà de ce que le PLU, le plan local d'urbanisme, nous impose. C'est-à-dire que le maire a dit il me faut 25% ou 30% de logements sociaux. Nous, à la RATP, on a mis en place une convention, notamment avec la ville de Paris, disant on va aller au-delà de ce qui est prévu par, ce que je disais, d'être mieux disant que la loi, c'est un bon exemple. Dire, nous, on va faire 30, 40, 50% de logement social sur
sur nos... Donc ça, c'est un supplément d'âme. Là, il est très social, il n'est pas très environnemental, qu'on suit. C'est un exemple. Benjamin, des éléments? La vraie réponse, c'est non. On ne prend pas en charge, on n'a pas construit comme ça aujourd'hui. Chaque maison, nous, comme on veut que ce soit des démarches personnelles, justement, donc on a écrit une grille d'auto-évaluation qui est suivie par les maisons, et c'est les maisons elles-mêmes qui s'évaluent. Je sais qu'il y a certains groupes de questions qui sont liés à certaines des limites, mais on n'a pas aujourd'hui traité les 9 limites. Mais il y a des choses dont on est assez fier, qu'on n'a pas encore tangibilisées, mais qui est en cours de réflexion. Tu parlais de perte de biodiversité. On a très peu construit Châteauforme. Notre métier, c'est de redonner vie à des bâtisses et à des corps de ferme. Et donc, on a très peu construit. Et aujourd'hui, on se dit qu'on va avancer vers, justement, de se dire, on ne fait pas d'artificialisation des sols. Et si on devait le faire de manière minuscule, on compenserait derrière. Mais on n'a pas aujourd'hui traité les 9 aspects. Okay. On a une deuxième question. La success story qu'on entend souvent des entrepreneurs, c'est les entrepreneurs qui ont choisi des modèles qui gagnent beaucoup d'argent. Est-ce que ce modèle-là, il est dépassé aujourd'hui et quels sont les nouveaux modèles de succès de l'entrepreneuriat, à votre avis? Quand je parlais d'obliquité, l'argent, c'est une bonne mesure. Mon expérience personnelle, c'est que j'ai d'abord travaillé dans la finance et ça ne m'a pas plu par manque de considération des autres plans de réussite d'une entreprise. Je travaillais dans le private equity et notamment ce qui a été très bien illustré pour moi par un manque de reconnaissance envers le jeune stagiaire que j'étais, où j'ai travaillé toute une semaine sur un dossier pour qu'on me dise « Ah, on a oublié de te dire, on a perdu le dossier en début de semaine, tiens, voilà ton prochain dossier ». Si au moins ça avait été présenté comme une expérience d'apprentissage et qu'on fasse l'analyse ensemble, ça aurait été quelque chose, mais ça n'a pas été le cas. Et donc après, j'ai vraiment voulu transformer ça et je me suis lancé dans un projet perso. J'ai ouvert un restaurant bistronomique à Genève avec un copain. On sourçait tout localement. On a recruté une équipe de fous furieux. Et donc, on avait mis plein d'éléments de notre rêve commun de faire ce restaurant responsable, extraordinaire et pas cher. On avait juste oublié qu'il nous fallait un business model. Et en moins d'un an, le rêve s'est transformé en cauchemar. Et les relations interpersonnelles entre les gens sont devenues terribles de par la pression que mettait l'engagement de la survie du projet et qu'on a fini par fermer. Et donc moi j'ai cherché après une aventure où les deux étaient équilibrés et où l'un nourrissait l'autre. Et souvent on me dit mais Châteauforme est une entreprise humaniste parce que vous avez réussi. C'est faux, c'est l'inverse. Châteauforme a réussi parce que c'était une entreprise humaniste depuis le premier site. C'est l'humanisme et cette culture du management qui a fait un accueil particulier, qui a fait le succès de l'entreprise. Et donc, il ne faut pas rejeter la mesure financière. Au contraire, il faut s'en servir comme un outil. Mais c'est sûr que ça ne doit pas être la poursuite de l'entreprise. Le travail comme l'argent sont des moyens et non des fins. Valère, tu partages? Oui, alors c'est un sujet très sociologique. Alors moi j'ai une théorie managériale que j'appelle la théorie des sucres rapides et des sucres lents, qui est de dire, alors on peut appeler ça sucre rapide les plaisirs et sucre lent les valeurs. C'est de dire pour que quelqu'un soit bien dans son boulot, il faut que ça corresponde, qu'il y trouve dans son métier chaque jour du sucre lent et du sucre rapide. Sucre rapide, c'est, moi je dis toujours, c'est quand j'allume mon smartphone, je regarde ma journée, c'est une bonne journée, une mauvaise journée parce que j'ai la décision sur un projet important, je mange avec un copain le midi. Je vois un grand chef ou j'ai une après-midi plus cool parce que je vais pouvoir bosser tranquille. Voilà. Donc ça, c'est les sucres rapides. Bonne ambiance d'équipe, c'est sucre rapide. Sucre lent, c'est les valeurs. C'est est-ce que c'est aligné avec mes valeurs? Bon. Et donc sur la partie plaisir, je ne reviendrai pas trop dessus, mais sociologiquement, en fait, nous, employeurs, on ne peut pas aller plus vite que l'évolution des valeurs. On parle des valeurs entreprises. Il y a aussi valeurs. L'entreprise, c'est une somme d'êtres humains qui viennent y contribuer. On ne peut pas aller plus vite que l'évolution des valeurs sociologiques des populations. On en parlait, les jeunes ont des valeurs qui évoluent assez vite. Ils sont d'accord pour avoir des plateaux repas végétariens. Le monde change, on est parti dans la bonne direction. Mais donc, cette évolution, il y a des valeurs des gens pour qui, sociologiquement ou socialement, avoir
Un salaire important, c'est important. Avoir une belle bagnole, c'est important. Ça reste ancré. Donc on ne peut pas aller plus vite que ça. On a quand même des gens, on ne va pas du jour au lendemain recruter que des gens de 16 ans et que des altermondialistes qui veulent absolument changer le monde. Il faut qu'on s'adapte aux ressources humaines que les populations réelles sont. Donc il faut quand même qu'on s'adapte. Et donc on ne va pas du jour au lendemain dire on n'est que dans les valeurs extra-financières, etc. Ça serait mentir, ça serait pas être en lien avec la réalité. Après, ça évolue plus vite, je pense, qu'on envisage. Donc ça, c'est le facteur d'espoir, c'est que ça bouge vite, en fait. Le récit, tu parlais de récit, on parlait de Harari tout à l'heure. Les sapiens collaborent entre eux parce qu'ils ont un récit commun. Ce récit, il change assez vite. On voit les journaux, les COP 27, 28, etc., qui bougent. Et le curseur fait que cette sociologie de la population, elle évolue assez vite. Et donc, je pense qu'on va être surpris, de plus en plus surpris par le fait que la valeur, elle est de moins en moins dans le salaire pur, elle va être dans d'autres choses. Et ça, c'est une très bonne chose et il faut qu'on s'y prépare, nous, managérialement. Après, dans les faits, il se trouve que nous, dans le groupe RATP, on a une sociologie de gens pour qui le rapport à l'argent, le groupe RATP, les gens sont venus à la RATP, ils ne sont pas venus pour avoir une grosse montre et une décapotable. Enfin, je le dis, c'est que il y a un biais et j'en suis content et fier et c'est pas pour rien que je suis à la RATP. Donc on a un sous-ensemble de personnes, mais on a aussi besoin de commerciaux. Et les commerciaux, c'est des populations qui historiquement étaient plus dans la tachycardie parce qu'ils étaient pilotés au trimestre. L'aspect rémunération court terme, rémunération sonnante et trébuchante est très très importante. On aura toujours besoin de commerciaux. Donc je pense que petit à petit, ça va évoluer dans le temps. Et j'espère que ça va même aller plus vite que ce qu'on présage aujourd'hui. Mais on doit suivre les tendances sociologiques, ça, on n'a pas le choix. Alors, je pense qu'il y avait une dernière question. Oui, alors vas-y. Non, vas-y. Je pense qu'il ne nous reste plus qu'une minute. Vas-y, oui, tu avais une dernière question. J'avais une dernière question qui était plutôt un mot de la fin. Ouais. C'est ça, donc, oui. Donc, alors, on a une minute, donc peut-être assez peu de temps chacun. Peut-être en reprenant tout ce qu'on a entendu ce matin, au final, quelle est votre raison d'espérer à chacun d'entre vous? Donc, Benjamin, peut-être. Je crois que l'avancée du monde ne s'est jamais fait de manière vraiment linéaire. J'ai toutes les raisons d'espérer. Tu parlais des récits. Je pense que si collectivement on croit à un récit positif, il sera autoréalisateur. Et c'est comme ça qu'on embarquera le monde derrière nous. Donc je suis extrêmement, extrêmement positif. Merci pour ton optimisme, Benjamin. Valère, ton mot de la fin? Je pense de la même façon, on n'a pas d'autre choix que de s'adapter. Je vois des facteurs d'espoir, notamment, j'ai des enfants, je vois la vitesse avec laquelle ils sont dans le monde. Eux, ils sont dans le monde et eux, ils ont raison. Donc ils nous poussent à nous être dans le monde par contamination positive et eux, ils vont nous faire bouger très vite. Et les jeunes qu'on voit arriver sur le monde du travail bougent très vite. Et il n'y a pas que des jeunes, il y a aussi des gens qui ont plus de recul, qui sont peut-être plus en fin de carrière et qui disent « Non, alors avant de partir, j'ai peut-être fait des trucs dans la vie dans lesquels je n'étais pas hyper fier. Avant de partir, il faut quand même que je gère bien le truc. » Donc on voit cet aspect de transmission qui a toujours été puissant chez les humains, où on voit à la fois les très jeunes et les gens plutôt en fin de carrière qui disent on ne peut pas laisser le truc comme ça. Donc ça me donne beaucoup d'espoir. Merci beaucoup Valère. Il est temps de nous quitter. Merci beaucoup. Alors déjà, merci à Benjamin et Valère de nous avoir accompagnés dans ce webinaire. Merci à tous pour votre présence et votre écoute. Rendez-vous dès demain matin pour ceux qui se lèvent tôt pour le prochain webinaire « Reconstruire l'avenir industriel ». Future Up, c'est aujourd'hui que ça se passe. Au revoir. Climate change threatens each nation in the world. Et chaque minute compte. L'accord de Paris est accepté. Les raisons d'espérer pour agir. Future Up.